Écoutez, on va continuer avec une chronique aussi passionnante. C'est Hugo qui est parti sur une enquête. Transition, c'est parti. Paris, nid d'espion, c'est tout de suite. Hugo l'enquêteur, Paris nid d'espion. Incroyable. Monsieur, dis-nous tout. On m'avait teasé cette intro, effectivement, elle est très sympa. Écoutez, on va parler d'espionnage. Je suis dans une période, je sais pas trop pourquoi, mais je suis dans une période un peu espionnage. Je mate Bureau des légendes en ce moment, donc logiquement ça aide. Je pense que ça aide pas mal. Je me suis dit autant faire une petite chronique aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on va parler de Paris. Alors Paris, on s'en doute pas forcément, mais ça reste quand même une sorte de nid d'espions, une plaque tournante du renseignement pour les services secrets du monde entier. Ça l'est encore aujourd'hui, ça l'a été beaucoup dans l'histoire, ça l'est encore aujourd'hui. Et donc, on va voir tout simplement pourquoi et en quoi est-ce que Paris est un nid d'espions. Et Paris nid d'espions, c'est pas que moi qui le dis. Il y a quelques jours, du coup, on en parlait en début d'émission, j'ai rencontré un ancien directeur de la CIA, donc service de renseignement américain. Donc ça pèse pas mal. Voilà son prénom, John Brennan, ancien conseiller d'Obama par ailleurs. Le CV, gros. Petit CV, zéro pression évidemment pendant l'interview. J'étais très stressé, mais c'était assez passionnant. Et même lui le dit lors de mon échange avec lui pour une vidéo. On pourra en reparler après. Je lui ai posé cette question de, Paris, est-ce que c'est un nid d'espions? À quoi ça ressemble? Il avait répondu ça. Je pense qu'on a un petit extrait de There are a lot of stories and shows and programs about Paris being a center for espionage and spying activity. And so it is a good operating environment for intelligence officers from countries around the globe. It's a place where you can go and meet somebody from another country. It's a place where you can linger and loiter, in the cafes and have conversations. There's just so much going on in Paris. It's so alive, the city of lights. You can meet at all hours of the night and it's not suspicious at all. So I just think that because of Paris's not just reputation, but the reality of Paris, it's a magnet for so many different types. And, for better or worse, it's been a magnet for spies over the years. Alors, ça a été un aimant pour les espions au point où même les États-Unis espionnent les Français en France. On en reparlera après. Il y a eu pas mal de révélations ces dernières années, notamment avec Wikileaks ou Edward Snowden, qui ont révélé pas mal de choses assez croustillantes là-dessus. Et on verra aussi sa réaction sur ça. Mais d'abord, petite rétrospective historique, disons, pour commencer. À votre avis, quand est-ce qu'on estime la véritable structuration de l'espionnage et du renseignement en France? Est-ce que vous avez une idée à quand ça remonte? Nous, les Français? Ouais, nous, les Français. C'est pas facile comme question, donc c'est... À mon avis, c'est quand même vieux. Ouais. C'est vieux, Napoléon, je dirais. Même avant, moi, j'aurais dit. Même avant ça. Alors, monarchie? Ouais, monarchie. Alors, certains disent, même dès le Moyen-Âge, il y avait des choses, effectivement, il y en avait. Mais la véritable structuration, c'est notamment sous Louis XIV. Il faut savoir que pendant longtemps, échanger des courriers par la poste, c'était un peu un privilège. C'était un privilège des monarques, des nobles, des personnes les plus riches qui avaient ce privilège de pouvoir envoyer des courriers, d'avoir un service qui permettait d'envoyer ces courriers. Et en fait, il y a eu un petit changement, c'est que Richelieu, qui était ministre sous Louis XIII, qu'on voit actuellement face à nous, il rend du coup la poste accessible, pas seulement aux monarques et aux nobles, mais à tout le monde. Et là, il y a un intérêt à faire ça, sachant que ces courriers ouverts à tout le monde sont gérés par l'État, c'est bien l'État qui gère tout ça. Il y a un intérêt qui est assez évident, c'est que si ça passe par l'État... Ils peuvent tout checker, quoi. Ils peuvent tout checker. Ah ouais. Et donc, c'est littéralement... Les opposants au pouvoir... C'est open bar. Ça arrive chez eux, ils font le truc, ils font le tri, ils voient ce qu'ils veulent prendre. Et donc, à ce moment-là, on a le développement de ce qu'on appelle un cabinet noir. Et donc, le cabinet noir, qu'est-ce que c'est? C'est défini comme le service du roi dédié au renseignement et à la surveillance postale. Donc, concrètement, on se permet d'ouvrir des petits courriers. Voler les colis, quoi, déjà. De voir ce qu'il en est, faire des petits checks. Exactement. Normal, la base. Normal. Des petits checks comme ça, des courriers. Et donc, c'est vraiment là, à ce moment-là, que naît avec ce cabinet noir le renseignement, comme on peut l'imaginer, évidemment, avec les moyens de l'époque et avec les courriers. On fait un petit saut dans le temps. Et là, on est au début du XXe siècle. Il y a un lieu à Paris, qui a joué un rôle majeur durant la Première Guerre mondiale en matière de renseignement. Lequel? Un lieu à Paris. Le Grand Rex. Culturel? Non. Un lieu... alors, c'est... Est-ce que je vous spoil si je dis ça? C'est pas lié à une danseuse? Non, c'est un monument. Alors, il y a une histoire avec une danseuse, ouais, mais... Ah. Mais là, c'est un monument à Paris qui a joué un rôle très important durant la Première Guerre mondiale en matière de renseignement à Paris. Premier étage de la Tour Eiffel, ça se partage des petites infos? C'est la Tour Eiffel. Ah, vraiment? Ok. Mais non. Sérieux?
Rendez-vous au deuxième étage. Qui a joué, alors pas le premier étage, c'est la Tour Eiffel. Ok. Donc on va comprendre pourquoi. La Tour Eiffel, elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Il n'y avait pas d'utilité au départ, c'était juste on construit la Tour Eiffel comme on construit d'autres choses à l'occasion de l'exposition universelle. Elle devait rester 20 ans. Elle devait être démontée en 1909. C'est incroyable. Sauf que si elle est encore présente aujourd'hui, et c'est ouf d'ailleurs de se dire ça, si elle est encore présente aujourd'hui, c'est notamment parce qu'il y a un jeune officier de l'armée à l'époque qui s'appelait Gustave Ferrier et qui se dit, attends, il y a une tour comme ça qui est quand même vachement haute, qu'on a construite à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on peut faire avec ? Et en fait, ce qu'on peut faire avec, pendant la Première Guerre mondiale, elle va jouer un rôle crucial, cette tour Eiffel, en matière de renseignement, puisqu'elle permet de capter des communications avec les services de radio. Ça fait le rôle d'antenne. C'est giga-antenne. C'est une giga-antenne qui peut être très utile pour capter des conversations, des échanges. Et ça va notamment sauver Paris, enfin pas sauver, mais ça va permettre d'éviter un certain nombre de choses, notamment avec des bombardements allemands lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, concrètement, ce qu'ils utilisaient, c'est que les Français émettaient en allemand des fausses informations aux pilotes pour saboter leurs opérations. Et donc, ayant tout un tas au-delà d'écouter en fait ce que disaient les Allemands, ils pouvaient ensuite pirater les messages. Donner les mauvaises infos. Et parasiter en donnant des fausses informations. Résultat, les bombardements à cette époque échouaient et ils finissaient dans des champs de betteraves plus loin de Paris. Donc voilà, Tour Eiffel, c'est un lieu à connaître en matière de renseignement. Et donc, ce qui se passait, c'est que au sous-sol, on avait aussi en fait, des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillaient, qui essayaient d'intercepter les communications. Et donc, le sous-sol. Il y a un sous-sol à la Tour Eiffel, pardon ? Ouais, il y a un sous-sol à la Tour Eiffel. Et donc, en fait, on avait effectivement ces gars qui bossaient en coulisses, notamment pendant la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que c'est né, quoi. Donc, voilà, petit monument à connaître en matière d'installation. Ça se visite maintenant les sous-sols ou... J'ai un doute, et d'ailleurs on a pensé à, c'était short niveau timing avec le Covid, à essayer de prendre des images. On a d'ailleurs je crois avant qu'on les ait déjà montrées, j'ai pas vu passer. Mais effectivement j'imagine que ça peut se visiter, il y a eu des reportages qui ont été faits en tout cas. Donc c'est des choses qui doivent être possibles, mais donc voilà. Renseignement moderne qui naît très clairement, le renseignement moderne naît très clairement avec la Tour Eiffel, et c'est assez intéressant. J'avance un peu, guerre froide, période importante en matière d'espionnage entre les Russes, les Soviétiques, les Américains, etc. Là, pareil, Paris joue un rôle assez essentiel. On est au milieu, quoi. De quoi ? On est vraiment au milieu. Et d'ailleurs, on va voir après pourquoi. Mais on est clairement un peu au milieu de tout ça. Et il y a certaines opérations majeures qui vont se dérouler à Paris. Par exemple, il y a une opération qui s'appelle l'opération Farewell. Et à ce moment-là, c'est les services français qui obtiennent une source au sein du KGB, avec un gars du nom de Vladimir Vetrov, et qui va livrer presque 3000 documents secrets. Donc en gros, ces documents, ils prouvent à la France qu'il y a bien des espions russes en France. Je pense qu'ils s'en doutaient, en tout cas ça vient prouver ça. Et donc suite à ça, on va avoir Mitterrand notamment, ça c'est en 1983, un peu plus tard, Mitterrand qui va faire expulser des dizaines de soviétiques qui étaient présents en France à ces révélations. Le mec là qui a donné toutes les infos, c'était un mec du KGB, c'est ça que t'as dit ? Ouais, mais qui en fait du coup double espion quoi. Mais c'était en double identité, machin bidule. Très très fréquent. Mais il avait été envoyé à l'avance. Ça, j'ai pas l'information de comment est-ce qu'il s'est retrouvé là. Parfois ils sont contrés, c'est-à-dire que tu arrives à les récupérer, etc. Mais c'est fou l'espionnage. On voit d'ailleurs dans le bureau des légendes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille énormément. Moi j'ai pas vu du tout. Et c'est incroyable. C'est franchement, c'est trop kiffant à suivre. Et t'as l'impression de mater une série où t'as que des gars. En fait, t'as que des gars brillants, tu vois. Et c'est ouf à regarder parce que tu suis la DGSE, donc le renseignement extérieur français, et de les voir en fait opérer dans tout ça, c'est juste ouf. Bref, c'était une parenthèse, mais petit conseil. En vrai, ça me chauffe. Grave. Il me chauffe. C'est très très cool. Donc maintenant, pourquoi est-ce que Paris attire autant ? On a parlé de la Tour Eiffel, on a parlé de la guerre froide, mais pourquoi est-ce que Paris est un nid d'espions ? Qu'est-ce qui fait ? Quels sont les atouts selon vous qui fait que Paris est un nid d'espions ? Cœur de l'Europe un peu, justement, pour les Américains, les Soviétiques. Ça a toujours été un centre névralgique quand même, Paris. C'est pas... Mais c'est vrai que ça et en même temps, t'as plein d'endroits dérobés, t'as les sous-sols, t'as les... Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Vous avez franchement... de quoi ? Pas la crypte, mais les... catacombes. Les catacombes, etc. Ouais. T'as clairement... la crypte, c'est parce que... Bref, des cryptes. Bon. En gros, très concrètement... emplacement géographique intéressant. On est effectivement au carrefour de plusieurs grands pays, entre les Amériques et l'Asie. Enfin, il y a un truc assez intéressant de ce point de vue-là. Grande capitale. Donc, mine de rien, le fait d'avoir une capitale, qui dit capitale dit ambassade. Logiquement, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Mais surtout, donc,
haut lieu aussi de coopération entre un certain nombre de services depuis longtemps. La CIA va souvent bosser. Alors, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, bossait beaucoup avec la France. Et il y avait parfois des entretiens avec des sources, des contacts ou autres qui se faisaient en France avec la CIA et avec l'aide de la France en échange d'informations ou autres, parce que c'était trop sensible, par exemple, de traiter une source, donc de rentrer en contact avec une source aux États-Unis directement. Ah oui, d'accord. Parfois, Ils délocalisaient la discussion, quoi. Exactement. D'où des liens de coopération, parfois entre la CIA et les services de renseignement français. Mais ce que tu disais, Marie, c'est exactement ça. Il y a aussi l'urbanisme de Paris qui aide beaucoup. En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais Paris, alors il y a les grands boulevards haussmanniens. C'est plein de petites rues. C'est aussi plein de petites ruelles, ouais. des petites ruelles, des petits trucs. Et ça joue énormément. Et ce que je me suis permis de faire, alors c'est notamment à partir d'un excellent article d'Europe 1 qui a regroupé tout ça que je vous recommande de voir. Si vous tapez Europe 1 espionnage, je pense que vous le trouverez très facilement. Mais c'est du coup toute une liste de lieux qui ont été répertoriés par Europe 1 et qui sont des lieux où l'espionnage, qui montrent un peu à quel point Paris est parfait pour l'espionnage. Le premier, c'est le musée Carnavalet. Musée Carnavalet à Paris. L'idéal avec ce musée, c'est qu'il y a 2 entrées. Une entrée en fait, où du coup l'espion peut rentrer, une entrée où il peut sortir. Et donc en fait, pour casser des filatures, donc quand un espion est potentiellement suivi, dans le doute, il passe par là. Ça permet le gars, il se dit, attends, il est encore dans le musée, ou il est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Et il peut pas juste attendre devant le musée, tu vois, le gars qui poursuit cet espion. C'est vrai que c'est le petit top des meilleurs spots d'espions, mais c'est un truc justement que des espions ont dit, ou alors c'est eux qui ont imaginé justement les bons spots? Non, là en l'occurrence, c'est typiquement un agent de l'Allemagne de l'Est qui a utilisé, on a des écrits qui c'était son endroit sûr, quoi, filature, ça va au musée. Exactement, ça file au musée, c'est plus safe. Dans le même genre, les Galeries Lafayette à Paris, il y a mine 18 de 000 rien, sorties. un labyrinthe, même nous on s'y perd, donc je pense que c'est pas mal niveau filature pour fuir un peu chez un espion est suivi, il peut un peu s'engager là-dedans et perdre les autres. Il y a aussi des magasins, des boutiques. Première boutique, Mikimoto, place Vendôme. Donc place Vendôme, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, c'est une place où il y a plein de boutiques de luxe, de mode, etc. Exactement. Et donc Mikimoto, en fait une boutique où il y avait beaucoup d'espions japonais qui en fait en faisaient des lieux de rencontre et qui en fait se retrouvaient ici pour échanger. Mais attends, mais maintenant que c'est dit, on est d'accord que tout ce que tu dis, c'est grillé, quoi. Je suppose que c'est grillé, qu'ils ont trouvé d'autres choses. Je suppose aussi qu'au-delà de ça, un certain nombre des éléments que je présente là étaient peut-être utiles à l'époque où il n'y avait pas forcément Internet ou d'autres choses. Il y a peut-être d'autres façons de communiquer aujourd'hui. Ça a évolué, quoi. C'est pas que en filature, même si ça doit toujours exister. Mais... Ça existe toujours, mais et d'ailleurs, on le voit dans le bureau des légendes. C'est la deuxième fois que j'en parle, mais c'est quand même des choses qui existent, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Passage du plateau. Ça, c'est assez étonnant. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à Paris. J'ai plus l'arrondissement en tête, mais concrètement là, ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un se dit qu'il est peut-être suivi, il rentre dedans. Et en fait, t'es cramé si tu le dis derrière. Personne ne s'engage là-dedans. Donc, s'il y a un gars derrière, si t'as un doute, tu te dis attends, est-ce que je suis suivi? Tu t'engages là-dedans, tu marches. Et c'est tellement long que tu peux juste te retourner et voir si quelqu'un te suit. Ou si en fait. Toi aussi, tu tournes à droite là? T'es sûr que tu passes par là? Il n'y a rien derrière. C'est dans le 19e, on nous dit. Ok, donc voilà, petite impasse qui peut aider. Ah, c'est une impasse? C'est pas une impasse, pardon, c'est un passage. Ce qui rend le passage étroit, quoi. Exactement. Un autre pour avancer, une grande pharmacie Bailly, c'est ça à Saint-Lazare. Vous la reconnaissez peut-être pour ceux qui habitent à Paris. Autre truc intéressant là, il y a une entrée, une sortie. Et donc, le 13 septembre 1943, il y a Léopold Trepper, qui est un résistant, qui s'échappe des Allemands grâce à cette pharmacie. En gros, il était suivi par un officier. Il rentre, il explique à l'officier que, en fait, il était suivi parce que l'Est était su. Il dit j'ai juste besoin d'un médicament, je passe à la pharmacie. Il rentre dans la pharmacie. Et il ressort. Et il ressort en fait de l'autre côté et il fuit comme ça, quoi. Et l'Allemand n'était pas au courant qu'il y avait bien sûr une sortie de l'autre côté. Donc ça peut aider. Peut-être 2 autres en plus pour terminer. Chez Françoise. Ce top me bute. Moi aussi. C'est dans le 2e chez Françoise, très sympa. C'est un 48 mètres carrés. Il y a une petite contreporte derrière si vous voulez. Alors, chez Françoise, encore, c'est un restaurant quand même. Ah, mais c'est invalide, non? C'est invalide, exactement. Et donc, l'avantage là, c'est il connaît son pari. Ouais, il y a un petit. Attendez, on va peut-être faire une petite enquête derrière sur PA. Non, mais chez Françoise, ce qui est intéressant, c'est que c'est à côté de plein d'ambassades, à côté du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères. Et c'est un restaurant un peu en souterrain.
Donc en fait, tu peux facilement organiser des dîners ou des déjeuners ici. Un peu scred. Tu rentres de quoi? Un peu scred. Exactement. Et donc c'est plutôt pas mal. Et encore aujourd'hui, c'est pas mal de politiques ou autres vont y aller pour des dîners confidentiels. Et puis voilà. Puis après, de 2 autres quartiers, la Mode Piquet, une sorte de paradis des espions, visiblement dans le 15e arrondissement, qui est très utilisé, notamment le métro. Il y a plus de 5 sorties métro. Métro à 5 sorties, 3 lignes de métro, des escalators, des trucs. C'est un bordel. Donc en fait, tu sèmes les gens assez facilement. Et puis enfin, le Père-Lachaise aussi, qui est connu pour être un lieu pour notamment se retrouver. Et je crois encore une fois que c'est dans le Bureau des légendes qu'on le retrouve. Je le disais pas, mais je crois qu'il le met moi, aussi. je me suis pas encore chauffé, mais c'est une excellente série française. Et c'est vrai qu'on me l'a conseillé 20 000 fois. Et ça a l'air trop bien. T'apprends des choses de ce point de vue-là, quoi. Donc voilà, quelques lieux un peu en matière d'espionnage. Voilà, je sais pas, vous avez besoin. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des espions qui nous regardent, donc n'hésitez pas. Tu viens de niquer leur game, apparemment. Il y a des trucs qui peuvent vous aider là-dessus. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit point historique pour terminer, se pose la question de comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. Il ne faut pas être naïf. La France a des pays alliés avec nous et on peut considérer dans une certaine mesure que les États-Unis sont un pays allié à la France sur un certain nombre de choses. On a plein d'accords en commun, de choses en commun, aussi beaucoup de désaccords, mais c'est une autre histoire. Mais en l'occurrence, c'est pas parce qu'on est alliés qu'on ne s'espionne pas entre nous. Bien sûr. Et ça, il y a clairement des espionnages importants qui peuvent se faire. Et là, en l'occurrence, il y a une affaire qui a éclaté. C'est une affaire qui a éclaté en 2015, c'était la période des révélations par Wikileaks et aussi Edward Snowden. Et cette affaire, c'est quoi? C'est l'affaire de l'ambassade américaine à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. Je viens de voir passer dans le chat, justement. Ok, alors c'est très simple. L'ambassade américaine, je vais vous montrer la photo, une petite photo qu'on a de l'ambassade américaine. Ça, c'est le haut de l'ambassade américaine qu'on avait une photo prise en 2015. Ok. Ça vous semble... Juste du fake. Ça sent légèrement fake. Oui, c'est du fake. Légèrement fake pour une... C'est un étage. C'est à Concorde, c'est à côté, ça, non? Ouais, c'est à Concorde, exactement. Il connaît son Paris. Le Paris de l'espionnage, en effet, ouais. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière, du coup? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette immense bâche? Non. Il y a des fausses façades un peu ému. à Paris. Hein, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Des sorties de... Ou des bâtiments, ouais. Mais ça, il y en a à Paris. Bah là, il n'y a pas une banque pas loin aussi dans le 8e C'est possible. Il y a marqué banque américaine et ambassade, c'est pas loin de Beauvau. Et t'as autre chose derrière. Mais là, ils font quoi? C'est un spot d'observation? C'est un truc. Qu'est-ce que c'est? Ils sont en full sniper? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est pas un vrai bâtiment, effectivement. C'est un trompe-l'œil. C'est donc une bâche. Et derrière cette bâche, il y a en fait des antennes et une véritable station d'espionnage. Voilà, pour que la CIA et la NSA écoutent les conversations des présidents français. Ils nous prennent vraiment pour des gigacons. Démonté depuis. Ça maroufle un peu l'aventure. C'est vraiment une bâche. De savoir que les États-Unis utilisent une bâche en haut de leur ambassade. Et qu'on n'est pas capté en plus. Et ça, en l'occurrence, c'est des révélations. Je sors pas ça de ma poche. C'est sorti avec les révélations de Wikileaks, Edward Snowden. C'est tout le scandale qu'on avait en 2015 de la NSA. La période où Edward Snowden a vraiment émergé à ce moment-là. Et donc, en fait, l'avantage là pour l'ambassade américaine, c'est qu'on est à vraiment 500 mètres de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, les conversations, elles sont assez faciles à capter. Voilà, on a un petit visuel qui montre tout ça. Et c'est plutôt intéressant, du coup, pour l'ambassade. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu réaction? Il y a eu des réactions. Vous êtes sur quelle fréquence, les gars, qu'on s'y cadre? Mais c'est vrai il y a eu des réactions, surtout que c'était pas que la France. Il y avait eu l'Allemagne aussi, enfin un certain nombre de pays du monde. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusations. C'est pas parce que cette révélation a été faite qu'ils ont arrêté. La question des écoutes, c'est un vrai sujet via tout un tas de technologies, sans rentrer dans les détails techniques là-dessus. Mais il y avait eu des réactions. Après, c'est toujours les réactions, tu te dis... Dans quelle mesure, mais ça c'est de la politique ou de la géopolitique, c'est dans quelle mesure la réaction elle est faite parce qu'il faut la faire, mais derrière il y aura il y a déjà l'info mais tu tolères c'est ça, ou c'est un peu ce truc de dans quelle mesure ils réagissent juste en termes de posture pour que l'opinion publique tu vas pas lancer une guerre, tu vas pas péter un plomb, tu vas pas les virer, c'est vrai que par contre si tu l'apprends et que tu le sais, tu peux fournir des fausses infos ou des infos un peu bidons. Oui, par contre oui, en scred, oui. Mais en fait c'est un peu ce truc plus largement. Moi j'avais à Sciences Po un prof qui était hacker, ou ancien hacker, et qui en fait nous expliquait un peu tout ça, et ouais, faut aussi être très 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 clair, c'est que même si jamais les États-Unis sont des alliés dans une certaine mesure, il y a des écoutes, il y a tout ça, et c'est quelque chose qui et nous aussi j'imagine. Enfin, j'espère entre guillemets que aussi on est un peu. Mais nous on a comme ça plus aucune écoute par contre. Et donc François Hollande à l'époque avait qualifié ces écoutes d'agression, donc ça montre un peu tout ça. Et donc à ce sujet, moi j'avais interrogé John Brennan, on revient à lui, donc ancien directeur de la CIA,
il connaît forcément ces sujets-là. Et ça, c'est moi qui parle pendant que je parle. Et donc, on peut le remettre si vous voulez au début, mais ce qu'il explique clairement, c'est que on peut l'écouter. There are a lot of actors who want to drive a wedge between the United States and France. And so I think a lot of them put out a lot of stories about how the US and France are spying on each other. And I think they're trying to sow the seeds of distrust between the two countries. But I can assure you that the United States and France are very, very closely aligned. We have very compatible interests. I always felt that I could ask my French counterparts questions that I needed the answers to. There was no need for me to spy on the French services. The relationship, again, is very, very strong and very deep. Bon, ça botte un peu en touche, on va pas se mentir sur cette... C'est un très bon politique. John C'est un très très bon politique. Hein. Sur cette question-là, alors que je lui ai demandé très clairement, je lui ai posé la question, là on a coupé parce que c'était trop long, mais je lui ai dit très clairement, il y a eu des révélations quand même en 2015 de cette affaire-là. Qu'est-ce que on n'est vous pas, en dites ? on n'est pas, il n'y a aucun problème. Les bâches, gros, c'est un délire. On a tripé, gros, c'est tout. Après, Inni, parce qu'évidemment, il allait pas pouvoir dire, évidemment, regardez la bâche, bon, c'était un peu voilà, mais on l'a fait, c'était cool. Donc évidemment, il est pas rentré dans les détails là-dessus, mais c'est quand même intéressant, et d'ailleurs, il détaille dans un livre qu'il a sorti sur le sujet, sur d'autres choses. Il détaille notamment la relation avec la France, les autres pays, etc. Et c'est un livre en l'occurrence qui est très intéressant, que je vous invite à lire. Il y a plein de révélations. Bref, enfin, petite anecdote pour terminer quand même sur cette chronique sur Paris Nid d'espion. Sur la CIA en l'occurrence, et la CIA qui envoie des agents à Paris. Il faut savoir que en fait, en France, on a aussi une culture qui est pas forcément la même qu'aux États-Unis, et notamment en matière de gastronomie. Et donc en fait, il faut savoir. Oui. Voilà. Et donc il faut savoir qu'en l'occurrence, il y a un restaurant en banlieue de Washington où les espions qui ensuite vont partir, par exemple à Paris, s'entraînent à manger à la française, quoi. Donc comment est-ce qu'on met les couverts, les machins, est-ce que c'est différent des États-Unis ? Et en gros, il y a un peu cette citation qui revient souvent ils apprennent à goûter le vin sans ressembler à un Texan qui engloutit un coca. Donc c'est un peu le truc de le training. Essayer de faire en sorte de, si tu t'apparais comme un gars qui est présent ici et qui est bien en France, c'est un espion américain, et l'air un peu crédible, tu vois. Et du coup, y compris à l'air crédible quand tu fais des déjeuners ou des dîners. Ils s'entraînent à être crédibles en bouffant et en buvant, quoi. C'est un centre de formation, quoi. Ouais, à se mettre des races. Race à la française. Boum. Exactement. Hubert Bonisseur de la Batte en formateur. Bonsoir. Exactement. Et donc, c'est assez ouf. Et donc, John Brennan, nous, on l'a interrogé là, sur ces questions-là, mais on l'a aussi, du coup, beaucoup interrogé sur un autre sujet qui n'a rien à voir, qui est la question du raid contre Ben Laden qui a été fait il y a quelques années, 10 ans après l'attentat et les tours jumelles du 11 septembre, et du Pentagone, etc. Et du coup, on a fait dans une vidéo, il nous a raconté ce qu'il pouvait nous raconter de ce récit-là. On en a fait une vidéo c'était assez kiffant à faire. Et c'est du coup la première vidéo, en l'occurrence, qui est sur la nouvelle chaîne YouTube qu'on a... Hugo Décrypte, la toute nouvelle chaîne. C'est vrai qu'elle a l'air, avec la nouvelle chaîne dédiée au reportage documentaire. Tu as fait pas mal d'enquêtes à chaque fois. Du coup, il y aura désormais cette chaîne-là et l'autre, Hugo Décrypte, Actu du jour. Et c'est vrai que ça a l'air passionnant. Elle dure combien de temps ? Elle dure 14 minutes. Okay. Et en fait, on a pris son récit, qui détaille notamment dans son livre. Donc on a pris son récit, on l'a illustré. Moi, il y a eu des séquences aussi en face caméra que j'ai ajoutées pour expliquer tout ça. Et donc, en fait, on en a fait un récit du raid contre Ben Laden, mais aussi des controverses et des critiques qui ont été adressées vis-à-vis de ce raid. Parce que concrètement, John Brennan, il était à ce moment-là pas directeur de la CIA, mais il était conseiller d'Obama. Et donc il a tout suivi. Il a suivi Obama qui arrive à la Maison Blanche et qui dit les gars, en fait, faut qu'on fasse quelque chose. Là, ça fait des années que ça traîne. On n'a toujours pas réussi à trouver Ben Laden. Faut le trouver. Faut qu'on arrive à faire quelque chose. Et il raconte toute la soirée, le moment où ils hésitent comment faire l'opération. Il faut qu'il y ait le moins de luminosité possible, donc ils font attention à la lune. Ben Laden est localisé au Pakistan, dans une base militaire, où il y a en plus des militaires pakistanais autour. Donc très, très périlleux. Ils se disent, est-ce qu'on fait un bombardement sur le lieu ? Est-ce qu'on y va en hélico avec des forces armées sur place ? Parce qu'ils voulaient l'avoir vivant. Alors, vivant, je vais poser la question, il disait que c'était quasiment impossible. Oui, c'est ça. Et en fait, il expliquait que dans cette situation-là, il s'est retrouvé face à quelqu'un, il y avait une arme à proximité, et donc c'était juste trop dangereux d'essayer de l'arrêter ou de faire quoi que ce soit. Il pouvait avoir des explosifs sur lui ou quelque chose. Mais par contre, il fallait être sûr que c'était bien Ben Laden. Et ça, c'est pas... Si tu bombardes juste un lieu,
savoir que c'est Ben Laden, c'est pas évident, quoi. Ouais. Et donc, ils ont vraiment hésité entre plusieurs options, et certaines aussi étaient beaucoup plus controversées que d'autres. Un bombardement, il y a aussi beaucoup plus de dégâts civils qu'une opération menée avec des gens qui viennent sur place. Et donc, il y a eu cette opération qui s'est faite en pleine nuit. Donc, c'était l'après-midi aux États-Unis, c'était en pleine nuit au Pakistan, et où en fait, ils sont en hélicoptère, ils sont allés faire ce raid contre Ben Laden, et ils nous racontent tout ça dans cette vidéo-là. Et nous, on explique aussi la controverse autour du sujet et tout ce qui s'est tout ce qu'il y avait autour. Exactement. Et c'était assez ouf à voir. Quand tu dis en hélico, c'est-à-dire qu'il y a une coopération des autres pays pour les laisser voler dans le ciel? Non, et c'est d'ailleurs tout en soum soum, étaient en Afghanistan, donc juste à côté. Ils avaient une base en Afghanistan, et en fait, ils se sont dit, est-ce qu'on prévient les autres pays pour le faire? C'est d'ailleurs ce qui a fait beaucoup de... C'est un risque de fuite, quoi. En fait, c'est un risque de fuite qui est tellement immense. Et donc, il nous raconte dans la vidéo qu'on a postée tout à l'heure que même lui, au sein de l'équipe de la Maison-Blanche, en fait, il coupait toutes les caméras, tous les micros. Parce qu'eux, ils savent qu'en matière de renseignement, ils peuvent faire des choses. Il y a des bâches, quoi. Sur écoute, machin. Donc, il coupait tout avant chaque réunion. Lui, sur son agenda, il n'y avait pas écrit réunion Ben Laden, quoi. Il y avait écrit... sa secrétaire, 10h40, putain, fait chier. Sa secrétaire écrivait réunion avec Mickey Mouse. Enfin, ça n'a aucun sens, mais juste histoire de dire le nom de on code. sait ce que c'est. C'est un peu le nom de code là-dessus. Sa femme ne savait pas, et donc il y avait plusieurs jours de, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi, concrètement. Oh là là. Et donc le caractère secret de tout ça est assez ouf. Et surtout, au moment où ils mènent l'assaut, ils ont 50%. Obama dit, à mon avis, on a 50% de chance que ce soit lui, effectivement, réellement dans cette base. C'est beaucoup. C'est à la fois beaucoup et en même temps c'est un all-in quand même. J'en suis sûr que ce soit pas lui, c'est un peu chiant aussi. Avec les répercussions derrière et tout. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils en parlent pas aux autres? C'est aussi parce qu'ils se disent peut-être que le Pakistan est au courant et en fait couvre Ben Laden. Enfin, en gros, ils ont trop de doutes. Peut-être qu'ils ont déjà une OP en cours là. Exactement, ils savent pas, donc ils se disent on va y aller nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs ce qui a été beaucoup critiqué. Hein. Suite à ça, le Pakistan a dit attendez les gars, vous arrivez, enfin ils l'ont pas dit comme ça, mais vous arrivez sur notre territoire, vous faites ça sans nous prévenir, alors qu'en plus on aurait sûrement pu aider. L'impérialisme américain. Vous le faites mourir quasiment comme un martyr en plus, parce qu'il y a eu plein de critiques là-dessus, sur la façon dont sa mort est venue. Et donc ça a mené à plein de critiques là-dessus. Mais le récit de ce raid et de comment ça s'est déroulé, ça doit être complètement ouf. Et ça a donné du coup une vidéo qui était assez intéressante à tourner. Et pour moi, même pour toi, tu m'étonnes de se retrouver t'as mis ça en tweet, mais se retrouver à interviewer ce genre de personnes. Après, il y a toujours ce qui peut te dire, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est justement... ce qui donne quoi par rapport à la réalité, et d'ailleurs, c'est déjà fou quoi. Dans la vidéo, nous on le montre assez clairement parce que dans la vidéo, je demande un peu innocemment, mais je demande parce qu'il faut poser la question à John Brennan. Mais du coup, le corps de Ben Laden, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Tentative. Voilà, il a été. Garde-en un peu pour la vidéo hein, quand même, parce que c'est vrai que. Allez voir sur la chaîne Hugo Décrypte. Il reste la fin où il dit un truc de fou à la toute fin. Abonnez-vous. C'est une dinguerie. Là-dessus, on l'entend dire. En fait, ça c'est la chaîne. Déjà 20 000 il y avait 200 abonnés, il y en a 20 000. Oh là là. Incroyable. Moi aussi, j'ai des chaînes YouTube. Hein. En vrai, c'est un gros défi. Je change de sujet, mais c'est un gros défi pour nous de se dire que. On va lancer parce que plein de gens, je pense, dans les commentaires se disent pourquoi lancer deux chaînes YouTube. Oui, beaucoup de gens sont en mode on veut une, c'est plus simple. Et en fait, c'est très clair, c'est que, et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, mais la chaîne Hugo Décrypte Actu du jour, donc celle qui existe depuis des années, le format des actus du jour a pris tellement de place que ça cannibalise les autres vidéos. Et en fait, l'algorithme. Oui, quand tu sors une vidéo, c'est plus exceptionnel, alors que toi, tu t'es fait 3 mois par exemple au Liban. Enfin, non, c'était un mois au Liban. De ça, les gens sont tellement habitués au format des actus du jour qu'ils cliquent beaucoup dessus. Et les autres formats, il y a un taux de clic un poil plus faible, si bien que YouTube fait ces vidéos-là, c'est de la merde. On va moins les mettre en avant. C'est une enquête de ouf. Et du coup, nous, on s'est dit, on va créer une nouvelle chaîne YouTube qui sera la nouvelle chaîne principale Hugo Décrypte, et l'autre sera renommée Hugo Décrypte Actu du jour. C'est et sur cette nouvelle chaîne, on va mettre nos reportages, les trucs qu'on va présidentiels, tout ce qu'on va faire. Ah, nous, on valide, hein. Hugo, je te le dis, hein. Je sais pas Marie, moi, je vais m'abonner, 22 000 abonnés, voilà, je clique, c'est bon. La chaîne, elle s'appelle. La chaîne s'appelle. En fait, il y a 2 chaînes, les gars. Tu m'as convaincu. Où est le corps, SVP? On finit juste sur le corps. Donc là-dessus, ce qui est trop drôle, c'est que il est au Père Lachaise justement. Non mais je lui pose la question un peu innocemment et lui dit en fait le corps, en fait ils ont d'abord proposé à l'Arabie Saoudite de récupérer le corps parce qu'il a grandi en Arabie Saoudite, etc. Et donc les États-Unis ont contacté l'Arabie Saoudite en disant est-ce que vous voulez gérer le corps, c'est pas le bon terme, mais il y avait aussi tout un truc avec l'islam, etc. Et donc ils ont essayé de faire quelque chose qui soit quand même en accord avec tout ça. Respectueux. Et en fait, quand je lui pose la question, il répond alors ça, où est le corps
Faudrait que je vois dans mon livre ce que j'ai le droit de dire ou pas là-dessus. Ah bah ouais, parce que clairement, évidemment, il y a aussi des choses qu'il peut pas dire et donc il était quand même vigilant là-dessus. Mais il y a eu plein de choses super intéressantes qui du coup sont détaillées dans son livre. Je sais pas si on a le livre qui peut apparaître, mais qui sont super intéressants. Et pour moi, c'était l'occasion aussi de tester ce genre de format, tu vois. Un peu d'interview, mais en mode de récit. Et je pense qu'on va. Il faut aller le chercher du côté intervieweur derrière. Le mec, tu sais qu'il a l'habitude, il est formé pour ça et faut pouvoir répondre en tout cas. La vidéo est disponible sur la chaîne d'Hugo, comme on a dit. Le livre aussi, si vous êtes un peu plus intéressé. Merci Hugo pour les précisions et les informations sur Paris Nid d'Espion. C'est vrai que c'est des sujets. Moi, je crois que sur l'époque d'énergie, c'était Beryl 614 qui était un ancien agent secret, etc. Et c'est vrai que c'est le monde de Talk with the Spy. C'est un monde tellement fascinant, mystérieux, intriguant que je matais le Bureau des légendes. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire maintenant.